l'avènement des quotas laitiers, même si pour les gens qui assumaient des responsabilités, notamment sur le plan national, c'était pas nouveau, puisque j'avais eu l'occasion, avec le CNGA, d'aller étudier le système mis en place au Canada. C'est arrivé en France un peu trop brutalement, et surtout c'est arrivé avec une majorité qui n'avait pas tellement l'oreille des agriculteurs. Ça a créé des crispations. Donc il y a eu quand même des négociations, il y a eu un certain nombre de manifestations. Il y a quand même eu un certain nombre d'aménagements, il faut le reconnaître. La montagne française était considérée comme une laiterie, et à cette époque-là, globalement, les régions de montagne françaises étaient en diminution de production. Autrement dit, en globalisant la production de la montagne et en maintenant son niveau de quota, ça permettait à certains qui avaient besoin de développer leur exploitation de continuer à le faire. Mais ça a tout de même été excessivement dur. C'était en fait une bombe à retardement, puisque en 1986-1987, quand est vraiment arrivé pour la montagne le moment de payer les pénalités, il y avait quand même pas mal d'incompréhension. Il y avait aussi des politiques de droite et de gauche qui avaient rencontré un peu tout et n'importe quoi. Et l'ambiance n'était pas très bonne, et ça a énormément divisé la profession à ce moment-là. On avait fait une manifestation où avaient participé énormément de ruraux, autrement dit des commerçants, des artisans qui étaient très liés au monde rural. Et cette manifestation avait eu un succès relativement important, et les pouvoirs publics, par la suite, en avaient tenu compte. Ils avaient quand même arrondi les angles dans les discussions avec la profession. Je me rappelle très bien cette sécheresse qui a été très dure pour l'ensemble du département, l'ensemble de nos régions. Mais elle était d'une intensité différente sur un grand nombre de départements français. Et cette année-là, la FNSEA a mis en place un plan de solidarité. Je me rappelle d'ailleurs qu'avec Michel Tessédou, on avait essayé on avait fait tout notre possible pour faire venir François Guillaume. À l'époque, François Guillaume, ça faisait déplacer toutes les chaînes de radio et de télévision, et on l'avait accueilli à Coltine. Et par la suite, donc, le Cantal avait été reconnu comme département sinistré, mais sous l'égide de la FNSEA avait été mis en place une solidarité professionnelle. On avait été avec le président du CDJA, à l'époque c'était Jean-Pierre Château, dans différents départements. Je me rappelle notamment de la Mayenne, où on avait été très bien reçus, et des fourrages venaient par train entier dans le département du Cantal. Alors les pénalités laitières, on s'en aperçut dans le Cantal suite à la saison, je crois, 87-88, qui ont vu la ferme Cantal dépasser, le total de dépassement c'était de 70, total de dépassement des agriculteurs, c'était de l'ordre de 70 millions de litres de lait. Et si on enlève les sous-réalisations, ça aurait été un peu plus de 30 millions de litres de lait. Voilà. Donc, mais sur les 30 millions de litres de lait, bien entendu, les pénalités s'appliquaient, et s'appliquaient à chacun. Donc ça a été quand même un gros choc pour ces agriculteurs-là, qui avaient entendu quand même plus ou moins tous les politiques dire que les pénalités dans les zones de montagne ne seraient pas appliquées. Mais ça a été quand même une réalité dure à avaler. Et là, on s'est attelé de trouver, avec le GIE qui réglait les quotas laitiers dans le Cantal, qui avait la plupart des agriculteurs et la plupart des entreprises, essayer de trouver des solutions qui ont été finalement réglées que fin 89, début 90. En 88, fin 88, début 80, fin 88, avec l'apparition, une grosse invasion de campagnols terrestres, dits ratopiers, et qui avait vu dévaster plus de 200 000 hectares de mémoire dans les zones d'estive en particulier, dans les zones de montagne. Donc sur lesquelles la FNSEA avait réagi
en montrant un peu de solidarité entre les zones qui étaient moins infestées et les zones qui étaient le plus infestées, puisqu'on a vu quand même quelques campagnes, quelques récoltes de fourrage les années précédentes, les dernières années 80, qui a été correcte. Donc c'est-à-dire que la châtaignerie avait abondé, bien abondé, dans les limites qu'elle pouvait d'ailleurs, les zones d'estive, les zones de Césalie en particulier, qui avaient vraiment souffert et qui souffraient vraiment du manque d'herbage à cette époque-là. Voilà. Et pour lesquels peu de moyens, puisque à part la bombadiolone et plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de tonnes de carottes ont été utilisées, grâce aussi à la solidarité de beaucoup de collectivités qui avaient fourni des charrues pour enfouir ces appâts. À l'époque, on ne l'a pas compris tout de suite, mais on s'est rapidement aperçu qu'on allait nous contraindre à abandonner la politique agricole commune, la politique agricole issue du traité de Rome, issue des 3 piliers fondateurs de la politique agricole commune, la préférence communautaire, la solidarité financière et l'unicité des prix. Et on allait quitter cette cohérence, cette organisation politique d'une économie de la production des produits agricoles pour aller vers une politique d'aide aux revenus. Une politique d'aide aux revenus qui permet de tenir la tête des agriculteurs au fil de l'eau et de réagir lorsqu'ils sont à la veille de se noyer, mais sans leur offrir de garanties en termes de capacité d'investissement, de stabilité des cours et de stabilité des revenus. Sauver l'essentiel à l'époque, en 92, ça a été pour nous de rattraper les 4,77% de quotas laitiers gelés par François Guillaume en 1986. Ça a été d'encourager les agriculteurs à faire le maximum de quotas de primes vaches allaitantes et bovins mâles, puisque nous sommes passés de 15 000 bovins traditionnels en carton percé à près de 50 000. Ça a été aussi de revendiquer et d'obtenir quelque chose qui n'était pas dans la politique agricole commune, qui a été à l'époque la prime à l'herbe. Et la prime à l'herbe a généré quelques souplesses en termes de moyens nouveaux de trésorerie et de revenus qui ont été, à mon avis et à mon sens, très utiles pour le département du Cantal. Les quotas laitiers nous avaient atteints dès 1983. 92, c'était la phase de mise en place des modalités de compensation de l'élevage bovin de la part de l'Europe qui, prenant modèle sur les États-Unis, avec leur compensation déjà existante, s'est senti obligée de nous l'imposer par le biais des compensations, et l'élevage y est rentré en 92 par la prime vache allaitante, qui a pris le département du Cantal plutôt en défaut par rapport à ses voisins et au berceau allaitant que vous connaissez et que vous avez constitué aujourd'hui, des races charolaises, limousines, aubrac, qui elles étaient déjà naturellement spécialisées en allaitant. Chez nous, au contraire, le système était imbriqué et il y avait 90 000 vaches allaitantes au milieu des troupeaux mixtes. Et l'Europe se faisait une interdiction de compensation aux vaches allaitantes lorsqu'elles cohabitaient avec des vaches laitières. Le combat du Cantal, ça a donc été d'obtenir et de les faire battre en retraite sur cette ligne, en faisant primer les 90 000 vaches allaitantes des troupeaux mixtes, plus celles qui étaient déjà spécialisées dans leurs troupeaux. La restauration des bovins mâles, ça a été aussi une lutte syndicale difficile et je crois que, pour employer des termes un peu propres à l'élevage et ne pas dire exactement les choses telles qu'elles se sont passées à haut niveau, ça a été des césariennes très douloureuses dans les hauts corps de l'administration agricole française. En ce sens que les modalités d'application de la PAC se déterminaient lors de sommets européens, et celui de 92 était dramatique pour la situation du Cantal des élevages d'altitude. À savoir que les veaux mâles étaient référençables à 10 mois, et ce qui est incompatible dans le cycle d'élevage cantalien, et en particulier pour les jeunes veaux lorsque les neiges arrivent, et où les seules places à l'étable, à l'époque,
était pour les mères allaitantes. Il a donc fallu beaucoup de persuasion, beaucoup de mobilisation syndicale pour obtenir les aménagements, mais on a fait les césariennes, les veaux sont nés vivants, et voilà, aujourd'hui encore, les exploitations bénéficient de cette victoire syndicale, et leur niveau de compensation en est conforté. J'espère que les jeunes syndicalistes et les adhérents ne l'oublient pas. Tous les enjeux sanitaires sont importants pour l'élevage. Aujourd'hui, la qualité sanitaire est même une frontière et on l'avait dénoncé comme telle à l'époque. Mais la brucellose avait un caractère particulier, c'est qu'elle était transmissible à l'homme. En tant que telle, c'était quelque chose de très dangereux à faire cohabiter entre homme et animal, surtout pour les éleveurs, les premiers atteints. Et ensuite, le Cantal, par sa spécificité, qui n'est pas à la charge des agriculteurs qui le pratiquent, mais en mélangeant les animaux sur les territoires d'estive, et c'était à l'époque recensé à hauteur de 150 000 animaux qui se remélangeaient tous les ans provenant de tous les étables, c'était très, très difficile de se libérer de ce fléau de maladies contagieuses. On y est parvenu avec les efforts du Conseil général, avec le sacrifice des éleveurs qui abattaient 3000 vaches au titre de la brucellose par an. Et j'ai eu le plaisir de signer l'arrêté avec mes collègues et le préfet de l'époque et le directeur des services vétérinaires, la reconnaissance du département du Cantal au regard de l'éradication de la brucellose. La crise de la vache folle, tout le monde l'a en mémoire aujourd'hui. Malheureusement, c'était un événement qui couvait depuis longtemps, puisque l'utilisation de farine animale dans l'alimentation du bovin à l'époque avait amené une certaine dérive. Et il a fallu effectivement mettre en place tous les systèmes de traçabilité. C'est surtout Alain Mathieu qui avait beaucoup travaillé là-dessus avec l'Ofival à l'époque, puisqu'il siégeait aussi à l'Ofival, pour essayer de tracer les animaux qui étaient élevés dans le Cantal, qui eux étaient essentiellement élevés à l'herbe. Donc on était là, j'allais dire presque au début de tout ce qui est traçabilité, politique qualité, charte qualité. Je me rappelle, on a signé une charte avec les fabricants d'aliments industriels. Voilà, c'était un gros chantier. Il y avait un décalage et surtout une espèce de collision qui se produisait entre deux systèmes de production. L'un qui est très industrialisé et l'autre qui est un système beaucoup plus extensif. Le Cantal, en règle générale, c'est de l'élevage extensif. Ça reste encore de l'élevage extensif malgré tout. Et donc c'est un peu le choc de ces deux agricultures, si on peut dire, qui se sont télescopées. La seule façon de répondre à ça a été de communiquer sur les produits qu'on faisait dans le Cantal. Avoir une politique de produits, c'est un combat qui m'est cher. Savoir se différencier, c'était tout le travail que nous avons eu à faire au sein de la FDSEA. Et c'est pour ça qu'on a signé des chartes de qualité avec des fournisseurs d'aliments industriels pour leur dire, regardez, nous, on n'a patte blanche. Lorsque un matin, on s'est réveillé avec les vaches dans l'étable où on disait elles sont impropres à la consommation parce qu'entre guillemets certains ont fait manger des farines animales à des bovins, alors que nous, dans le Cantal, ce n'était pas le cas. Ça a été très mal vécu à l'époque. Donc alors j'ai plus souvenir de toutes les aides qu'on a été chercher forcément, puisque pendant de nombreux mois, ça a été la chute des cours. On s'est retrouvé dans une situation impossible. Et donc il a fallu aller chercher les finances, Conseil général, Ofival à l'époque, maintenant France Agrimaire, voire Bruxelles. Donc tout ça a été un combat très dur et très mal vécu par le monde paysan cantalien. On a créé Synergie 15, qui était une structure un petit peu d'influence sur les décideurs cantaliens, avec notamment une grande conférence de presse au sommet du plan du Cantal pour défendre les couleurs du Cantal, sur la problématique du tunnel du Lioran qui à l'époque était à financer et qui risquait de saigner les finances publiques du Cantal. Le Conseil général était très sensible là-dessus. Je me rappelle,
On avait combattu dans le cadre de Synergie 15 et croyez-moi, ça pesait énormément ce combat qui était un combat un peu transversal, interprofessionnel si je puis dire. Avec une année très particulière, une année d'une sécheresse phénoménale, comme on considère qu'il ne peut y en arriver qu'une fois tous les 50 ans. Alors quand on voit 2011 et quand on voit ce qui se passe de plus en plus souvent, on se dit que c'est peut-être malheureusement, il va falloir s'y habituer, mais la sécheresse 2003 a été particulièrement difficile et ça a été à partir de là un engagement au sein de la FDSEA et en particulier de l'association Solidarité Cantal. Il fallait mettre en relation donc, un besoin de fourrage dans le département du Cantal et une offre de fourrage qui n'était pas suffisante en France. Donc le département du Cantal avait trouvé de la paille dans la Somme, dans l'Aisne et dans d'autres départements français, mais également un tonnage très important de paille et de luzerne en Espagne. Avec une très grosse problématique à ce moment-là, et qui aujourd'hui malheureusement ne change pas avec l'enclavement du département du Cantal, c'est le fait que les transporteurs ne souhaitaient pas venir en priorité dans le département du Cantal. Et arrivé au début du mois de septembre, nous n'avions toujours pas pu commencer à remplir notre contrat vis-à-vis de la demande de des membres de Solidarité Cantal. Donc à partir de là, il y a eu un travail énorme qui a été réalisé. On alertait les pouvoirs publics, le ministère. Malheureusement, les transports dans le Cantal ne venaient pas. Et ce qui a permis de décoincer le problème du transport, c'est la FDSEA de la Mayenne qui nous avait réuni du foin, du fourrage, qui avait même retravaillé des balles rondes en bottes carrées. La FDSEA de la Mayenne a relevé le défi en disant si les camions ne sont pas capables d'aller dans le Cantal, si la SNCF n'est pas capable d'amener des fourrages dans le Cantal, nous on est capable de les amener en tracteur. Et donc la FDSEA de la Mayenne a relevé le défi. 5 jours de trajet pour rejoindre le département de la Mayenne et le canton de Ruine-en-Margeride dans le département du Cantal. Mais le défi a été relevé avec une reprise médiatique au niveau national. Et le jour même où le fourrage arrivait à Ruine-en-Margeride, les transporteurs qui là nous appelaient pour dire que finalement ils allaient faire du transport pour le département du Cantal. Donc le département du Cantal a transporté pour 6 millions d'euros de fourrage, 50 000 tonnes. Une opération qui aura été à certains moments très difficile, à d'autres moments très émouvante, avec une très grosse solidarité. Et on sentait là tout l'intérêt de notre réseau national. Et au final, un résultat qui a permis à l'élevage du Cantal de passer encore une crise et de pouvoir nourrir les animaux. Et le dossier de l'AOP dans le département du Cantal est un dossier fondamental, particulièrement important pour les producteurs de lait. Il n'y aura de l'avenir pour la production laitière dans notre département et plus globalement dans la région Massif central que si nous travaillons sur la démarcation de nos produits et en particulier du lait. Donc c'est un dossier qui, pour le département du Cantal, à la demande de l'INAO et du ministère, la révision du cahier des charges a commencé en 1993, mais comme toutes les AOP d'Auvergne et d'autres AOP françaises. Arrivé de 1993 à 2000, le dossier a été difficile. C'était un dossier qui divisait les producteurs de lait dans le département du Cantal, qui divisait les entreprises, un dossier extrêmement compliqué. En 2000 et 2001, c'est un dossier qui a amené pas mal de difficultés, de soubresauts, y compris en interne à la FDSEA et chez les jeunes agriculteurs. Donc à partir de 2001, nous avons essayé de regarder plus loin, de faire prendre des orientations que nous avons essayé de faire partager au sein des producteurs de lait. Et nous avons réussi à convaincre l'INAO que la proposition de cahier des charges qui était faite dans le Cantal était la bonne dans un premier temps, en sachant que, bien sûr, on savait qu'un jour il allait falloir aller plus loin. Et donc en 2007, l'INAO et le ministère de l'Agriculture ont validé le nouveau décret de l'appellation AOP Cantal. À partir de là, alors bien sûr la forme d'Ambert ça avait été fait quelques temps plus tôt. À partir de là, nous avons pu nous engager, comme l'ensemble des AOP d'Auvergne, dans une différenciation du produit, mais également une différenciation du prix du lait. Alors c'est une démarche qui a démarré tout doucement avec
30 € par 1000 litres. Aujourd'hui, nous sommes sur une démarcation de prix qui devient plus importante. C'est un travail qui est à continuer, mais c'est fondamental pour l'avenir de la production laitière dans le département du Cantal. Et c'est sûrement un des faits marquants de cette période. Il y a toujours un fossé entre la compréhension des enjeux qu'ont les dirigeants agricoles et ceux qui sont chargés de représenter, et qu'ils représentent et qu'ils défendent d'ailleurs. Et ce fossé peut conduire à des incompréhensions, mais en général, les responsables agricoles, de par leur culture, de par leur engagement, essayent toujours de bâtir des solutions qui permettent de sauver l'essentiel et de préserver l'avenir. Il est absolument nécessaire de faire prendre en compte au pouvoir public, qu'il soit français ou européen, qu'il y a du raisonnable à faire et non pas de l'impossible à obtenir. Plus que jamais, le Cantal doit se positionner, à mon sens, mais ça, les générations qui arrivent en décideront, sur des politiques qualité qui sont la seule planche de salut. Ce qui va se passer avec l'abandon des quotas laitiers pourrait être dramatique au monde de paysans. Si le Cantal sait rebondir avec ses politiques d'AOP, c'est une planche de salut, c'est une direction. Les producteurs de porc vivent de plein fouet le libéralisme à outrance. Les producteurs de lait, s'ils n'y prennent pas garde, vont vivre la même chose s'ils ne se sont pas armés. Et seul le syndicalisme peut porter ce message-là et dire à la coopération, dire ben voilà, il faut aller dans ce sens-là. La FDSEA est là pour tenter de résoudre les problèmes qu'il y a sur les exploitations agricoles. Ça, c'est un point fondamental. La FDSEA est au service des agriculteurs. Alors d'abord des adhérents de la FDSEA, mais tout le monde compte sur la FDSEA dans le Cantal, et ailleurs d'ailleurs. Ça, c'est une première chose. Donc il faut toujours être conscient que la FDSEA doit toujours avoir les mains dans le cambouis et doit toujours travailler pour régler les problèmes des agriculteurs. C'est assez difficile au niveau de la FNSEA de vouloir rassembler tout le monde. Il faudra peut-être qu'elle s'adapte et donner plus de pouvoir aux différentes filières, aux différents types de production. Nous devenons minoritaires dans cette société. Et nous ne ferons plus et nous ne déferons plus les prochaines échéances électorales de l'élection suprême à la présidence de la République. Donc nous avons besoin d'alliés, nous avons besoin d'ambassadeurs, nous avons besoin de gens qui prennent à leur compte notre difficulté et qui nous aident à relever les défis. Donc il faut aussi qu'on bâtisse une stratégie de la communication qui tient compte du fait de notre statut de minoritaire. Ça c'est compliqué, mais c'est un défi qu'on est capable de relever parce qu'il y a toujours assez d'intelligence dans nos terres. Notre société change de toute façon et le monde paysan n'y échappe pas. Nous venons de vivre sûrement des heures fastes où l'économie portait tout, était porteuse en tout cas. Du coup, on a eu tendance à se replier un peu sur soi, à jouer un peu en solo. Il n'y aura pas de salut en solo. À l'époque, on disait aux entreprises du Cantal d'abord, parce qu'elles n'étaient pas toujours partantes dans cette démarche, on leur disait vous allez devenir des entreprises à dimension nationale, internationale, qui n'ont rien à voir avec le périmètre géographique du département. Et vous avez besoin d'une identification de produits qui se rattache à une zone géographique. Aujourd'hui, la preuve est faite que nous avions raison, puisque les entreprises sont nationales ou internationales, et leurs résultats et leurs pratiques n'ont pas d'odeur. Elles laissent sur le chemin les pratiques des agriculteurs et la qualité de leurs produits. Elles font fi de tout ça. Il n'y a que le syndicalisme pour défendre encore près des exploitations et en connaissance de cause, en connaissance des produits, pour défendre un avenir sur cette situation. Il y a un défi encore plus important qu'il faut relever, c'est la capacité à reconquérir du pouvoir économique par la maîtrise commerciale de nos produits. Le vrai enjeu, c'est de vendre. Celui qui vend aujourd'hui dans cette économie de la consommation aura des marges. Celui qui ne fait que produire subira les stratégies de pouvoir et de domination de ceux qui commercent. Donc l'enjeu, c'est de reconquérir le pouvoir par le commerce et par l'organisation collective.
quelques responsables au niveau départemental ou national ne peuvent rien faire sans un réseau fort. Et ça, c'est un travail récurrent qui est en permanence à remettre sur le travail. Toujours se préoccuper du réseau, c'est ce qui se fait actuellement, mais pour l'avenir, c'est quelque chose qui doit être conforté. Le lien avec les jeunes agriculteurs, la formation des futurs responsables et les jeunes agriculteurs qui doivent labourer le terrain, qui doivent préparer les responsables de demain. Voilà quelques pistes. Et puis ensuite, bâtir un syndicalisme et une FDSEA qui soit capable d'être présente partout, dans tous les lieux où il se prend des décisions. Alors on sait qu'en France, les lieux de décision, la taille des collectivités évoluent. Mais malgré tout, il faut et il faudra qu'en permanence, notre syndicalisme FDSEA et jeunes agriculteurs soit présent partout où il se prendra des décisions. Pour s'affranchir de la contrainte de faire allégeance au pouvoir de l'argent et de l'économie, il faut être formé, il faut être capable de bâtir des contre-pouvoirs économiques. Donc le syndicalisme doit aider des jeunes à être leaders dans des stratégies de conquête du pouvoir économique. Il faut faire particulièrement attention, mais il faut vivre avec son temps. Il est bien certain que la communication doit évoluer. Il y a des nouveaux outils qui existent, qu'il faut maîtriser, qui apportent un plus, mais il faut essayer d'apporter un plus et de maîtriser les inconvénients. On ne peut pas faire un repas de famille maintenant sans que mes petits-fils, ils attendent avant le dessert, ils pianotent déjà sur leur portable. Donc ça veut dire que cette communication, il faudra absolument que les organisations agricoles la mettent en place et l'adaptent pour communiquer avec leurs adhérents. Ce que j'ai pu remarquer pendant le mandat, c'est que bien souvent on agissait, on ne le faisait pas suffisamment savoir, ou pas assez vite, et que d'autres s'appropriaient facilement les victoires qu'on pouvait avoir. Donc il est important quand même que la FDSEA agisse, bien entendu, mais qu'elle le fasse savoir aussi, qu'elle fasse savoir ce qu'elle fait, où elle va, et quels sont les objectifs qu'elle a à atteindre, et de manière à ce que les agriculteurs puissent s'y retrouver dedans. Je voudrais lancer une alerte, surtout auprès des jeunes. En sortie de l'école, on leur a appris qu'ils valaient très cher, que leur travail, leur qualification valaient très cher. On leur a appris aussi qu'il fallait être sans concession sur quelquefois des points de résultat, des centimes d'euros. Et on voit aujourd'hui des comportements qui n'ont rien à voir avec le mutualisme, la coopération, l'esprit développé par le syndicalisme depuis toujours. Et je crois que cette évolution des choses est un danger pour la profession qui garde encore de sérieux repères, de sérieuses valeurs. Et je crois en la jeunesse pour qu'elle les retrouve et qu'elle les pratique peut-être mieux que dans une phase où elle a cru qu'elle pouvait s'échapper à ces concepts du passé et qu'elle retrouve le chemin de la seule voie de sa sauvegarde.